Et donc nous avons le député LFI Sébastien Delogu qui a été exclu 15 jours et qui verra son indemnité parlementaire réduite de moitié pendant 2 mois. Pourquoi? Qu'a-t-il fait alors que justement la situation de Gaza était évoquée? Il a osé brandir un drapeau de la Palestine. Alors on n'a pas le droit de brandir de drapeau tout court, ou est-ce que c'est que le drapeau de la Palestine? Bah écoutez, on ne sait pas trop. Toute la droite, donc c'est-à-dire les macronistes, LR et l'extrême droite qui ont voté pour le sanctionner, et la gauche qui a voté contre par une procédure d'assis levé. La France va Eh bien, continuer, regardons. madame, la France... Monsieur Delogu, Delogu. Monsieur Delogu, Basé. vous avez Basé. un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bureau. C'est inadmissible. Ah, elle est très énervée, du coup. La présidente Yael Braun-Pivet qui a dénoncé un comportement inadmissible, qui a convoqué du coup le bureau. Cette exclusion a été prononcée sur le fondement de l'article 70 du règlement de l'Assemblée nationale qui prévoit que puisse être sanctionné tout député qui se livre à des manifestations troublant l'ordre ou qui provoque une scène tumultueuse. Ah, donc c'est pas interdit de mettre des drapeaux. C'est que le drapeau palestinien est en soi un trouble à l'ordre. Et donc il y a des drapeaux d'autres pays, non? C'est chaud. Le spectacle que En vrai, nous c'est avons chaud. vu à l'Assemblée nationale cet après-midi est absolument navrant, a estimé pour sa part le Premier ministre Gabriel Attal mardi soir à l'occasion du meeting de campagne de Valérie à Aillé, dans les Hauts-de-Seine. Évidemment que nous devons avoir tous les débats dans notre République, mais à l'Assemblée nationale, il n'y a que 2 drapeaux derrière lesquels nous nous retrouvons. Le drapeau de la République française et le drapeau de l'Union européenne, acclamait le chef de file du gouvernement, sous un tonnerre d'applaudissements de la part des militants macronistes présents dans la salle. Alors, faites genre, le 8 octobre, je sais pas si ça arrivait, mais imaginons, il y avait quelqu'un qui, dans un discours de solidarité à Israël, avait brandi un drapeau d'Israël. Est-ce qu'il aurait été sanctionné pareil? Je sais pas. Alors, Avant de pareil, déclarer. non. Peut-être il Bah, aurait disons, le sanctionné truc, quand même, c'est que mais peut-être moins lourdement, je sais pas. Braun-Pivet est quand même vachement partial dans la manière dont elle applique les sanctions, etc. Donc, Bah oui. Bah la Macronie de manière générale et enfin, Est-ce qu'il aurait pu se peindre le visage aux couleurs de la Palestine? Parce que là, ça aurait été un trouble à l'ordre public aussi. je sais pas, mais c'est absurde toute la répression qui est autour En disant des... soyez témoins, tu vois, il aurait fait ça, et ça aurait été encore plus basé, je trouve. tous les gens qui militent en faveur un peu de la fin du génocide, et en ce moment c'est horrible quoi. Le climat qui est autour de ces questions-là, c'est lunaire. Le simple en fait. fait de le définir comme génocide, ou même de se poser la question de s'il y a un génocide, est déjà très mal vu. Et même quand on parle de crimes de guerre, juste de dire en fait il y a un massacre en cours, rien que ça déjà, c'est déjà mal vu. De dire stop au massacre, c'est déjà limite antisémite, islamo-gauchiste, tout ce que tu veux. Enfin, c'est lunaire. En fait, on est rendu au point où juste être pour la paix, c'est devenu un motif de sanction en fait. Regardez, maintenant, ils veulent même cancel les socialistes, c'est incroyable. Gabriel Attal qui poursuit. Le spectacle navrant et désolant que nous avons vu cet après-midi à l'Assemblée nationale, nous avons confirmé une chose claire. Entre les socialistes et les insoumis, aujourd'hui, je le déplore, c'est du pareil au même. Gabriel Attal a poursuivi en déclarant que les socialistes étaient debout, comme un seul homme, pour soutenir le député qui a brandi un autre drapeau que le drapeau de la République française ou de l'Union européenne dans l'hémicycle. Donc déjà maintenant ils ont dit voilà, c'est en dehors de l'arc républicain là, les insoumis, et maintenant insoumis égale parti socialiste, donc ils sont aussi en dehors de l'arc républicain. Mais en plus, c'est quoi ce nationalisme? Donc il n'y a de plus merde que la de droite dire- qui est autorisée. C'est quoi incroyable. ce nationalisme à 2 francs de dire dans l'Assemblée, il n'y a que le drapeau français, tu sais. Et Genre, tu l'Union n'as pas le européenne. droit à lever un autre drapeau. Je sais pas si c'est une vraie loi en plus ça. je suis Bah même non, Parce pas que sûr le truc sur que lequel ils ont argumenté nationalisme, c'est trouble à l'ordre. Mais ils ont pas Mais c'est- brandi un c'est- article on est qui sûr disait que le t'as pas le droit de drapeau sortir un français est drapeau. autorisé ou pas? Comment? Oui, bah oui, bien Parce sûr. qu'on le est drapeau vraiment français. sûr que le drapeau français est autorisé, parce que en Oui, fait, bah ça- oui, si, bien sûr. bah, je suis pas sûr du tout, parce que typiquement, t'as pas le droit de chanter la Marseillaise dans la... Oui, c'est vrai dans qu'on les- on avait vu que si c'est les insoumis, ils n'ont pas le droit de chanter la Marseillaise. Non, c'est personne. C'est dans le règlement intérieur. C'est vraiment dans le règlement intérieur. Ah ouais? Non, Bah, mais t'as pas le droit de oui, mais chanter la Marseillaise à en fait- l'Assemblée? Oui, parce qu'en fait, en fait, j'explique pourquoi. C'est parce que quand il y a un chant, en fait, les autres sont obligés de se taire et ça crée du. Il y a un truc de. En fait, comment dire? C'est une stratégie pour. Ah putain, j'exprime mal encore une fois ce que je veux dire. Bon, bah on va avancer alors. Et quand on Ouais, aura ouais. Mais en gros, retrouvé la c'était une formulation, tu me stratégie diras. pour niquer le débat.
En gros, quand tout le monde se mettait à Une chanter, façon de ça faire permet- obstruction. Voilà, exactement. Mm. Ok. Et du coup, ils ont remplacé ça par taper le bureau. C'est vrai que c'est bien. Voilà, qu'est-ce que t'en penses, Satil? Non, mais tu On les as tape jamais le vu claquer le bureau? Par ailleurs, lors de la séance de questions au gouvernement, Gabriel Attal avait esquivé une question sur la reconnaissance de l'État palestinien, comme je viens de le faire avec le renard, le jour où l'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont officiellement franchi ce pas symbolique. Oui ou non, le gouvernement va-t-il enfin reconnaître l'État de Palestine, a demandé la chef de file des députés écologistes, Cyrielle Châtelain, lors des questions au gouvernement mardi 28 mai à l'Assemblée. Premier ministre, Gabriel Attal n'a pas répondu. A priori, c'est non, mais vous ne l'assumez pas, on a conclu la députée dans son droit de réplique. Madame Châtelain a aussi dénoncé une réponse minable et politicienne du chef du gouvernement. Elle a aussi demandé si la France allait prôner des sanctions fortes à l'encontre du gouvernement israélien auprès du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'Union européenne, surtout que Josep Borrell, il est assez éloquent en la matière, qui est le chef de la diplomatie européenne, face à l'offensive sur Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Gabriel Attal a accusé Cyrielle Châtelain d'être intervenu pour rappeler un cessez-le-feu sans rappeler que nous avons des otages actuellement détenus et sans appeler clairement à leur libération. Et oui, justement, le cessez-le-feu, ça permettrait de les libérer, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Alors que continuer de bombarder les endroits où potentiellement ils sont, là, ils peuvent mourir. Complètement con. Hein, avec la même vigueur qu'on appelle un cessez-le-feu, on doit appeler à la libération de tous les otages, y compris nos otages français, a-t-il martelé. Or, Cyrielle Châtelain avait entamé son intervention en rappelant que, depuis plus de 7 mois, les écologistes se joignaient à la demande de libération des otages retenus par les terroristes du Hamas. Emmanuel Jupiter et Phaistos Ier a par ailleurs, du haut de l'Olympe, répété mardi que la reconnaissance d'un État palestinien n'est pas un sujet tabou. C'est pas tabou. On rappelle, traduction, ça veut dire qu'on n'en parlera pas. Je suis totalement prêt à reconnaître un État palestinien, mais je considère que cette reconnaissance doit arriver à un moment utile. Ah là, c'est pas... Non, en plein génocide... Non, ça... Ils sont en train de se faire massacrer, si ce n'est génocide, on est en train de statuer là-dessus. Bon, ce serait pas utile, tu vois, justement, que à partir du moment où ils sont reconnus par l'ONU, où ils ont un siège, où potentiellement ils ont une reconnaissance internationale, on peut plus faire de choses au niveau international. Bon, bah non, c'est pas utile. A-t-il déclaré lors d'une conférence de presse commune avec le chancelier allemand Olaf Scholz, on en a parlé, à Meisberg, près de Berlin. Je ne ferai pas une reconnaissance d'émotion. On ne fera pas non plus une reconnaissance de raison. Rassurez-vous, les gens. Tout le monde continuera de mourir. Alors, on a Bompard, du coup, qui a réagi, qui est monté au créneau, interrogé par BFM. On va peut-être mettre un filtre. Cranidos, il va être vénère. Mais il n'a pas un aussi gros crâne que moi. En fait, la mauvaise foi qu'il y a pour attaquer les gens, vraiment, les insultes d'antisémitisme, les qualificatifs. Ouais, surtout quand c'est des mecs qui tendent le bras dès que. Même devant des caméras, et puis après ils viennent te traiter d'antisémite. Enfin bref. Il y a vraiment une mauvaise foi en ce moment qui est criarde, c'est insupportable. C'est vraiment, mais tu te dis, mais pourquoi en fait? Pourquoi ils sont tous comme ça à mentir, à manipuler, à machin? Enfin, c'est horrible. Bah après, il y a un principe de cohérence et d'engagement. À partir du moment où tu as été trop loin dans une direction, te dédire, ce serait montrer que tu t'es trompé et donc tu préfères faire de la saloperie. Influence et manipulation, Robert Cialdini, pour les gens que ça intéresse. Député des Bouches-du-Rhône, coordinateur national de la France Insoumise. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle ce qui s'est passé, des incidents violents entre députés qui sont passés en plusieurs étapes. Avec pour commencer cette séquence, le député de la France Insoumise. Oui, mais il a plus de cheveux, donc on voit moins son crâne, donc j'ai gagné. Sébastien Delogu qui a brandi un drapeau palestinien dans l'hémicycle. C'était au moment où des députés interpellés. Oui, on est dans une émission où le plus chauve gagne. Essayez de suivre. Le gouvernement sur la reconnaissance de l'État palestinien. On va vous entendre évidemment là-dessus dans un instant, mais juste avant, Sami Sfaxi, bonsoir à vous. Vous nous avez rejoint. Que s'est-il passé précisément dans l'hémicycle aujourd'hui? Alors vous savez, on est mardi, et le mardi, ce sont les... C'est permis! Si, j'ai la preuve, je l'ai quelque part, attendez. Le mardi, c'est permis. Le mardi, c'est permis. Un rendez-vous à ne pas manquer et à suivre en famille. Et le mardi, c'est aussi permis c'est le jour du drapeau palestinien. Arrêtez de nous emmerder. Comment t'as eu la voix là? Parce que c'est la voix de... Roger Carrel. Comment? Roger Carrel, qui faisait les Astérix il y a bien longtemps. Oui, voilà, il faisait une question d'actualité au gouvernement, les fameuses QAG. Et en fait, tout commence lorsque Alma Dufour, une députée de la France Insoumise, souhaite interpeller le gouvernement sur la question de Gaza. Alma, elle est basée, et au moment où Franck Riester, le ministre du... Oui. Alma, je l'ai découvert ces derniers temps parce que je la connaissais mal pour le coup. Et je trouve qu'elle s'est vraiment révélée depuis la question palestinienne. Là, elle est intervenue notamment, je crois que c'est avec Dani Hera, je crois qu'elle a... Non, c'était Baxit.
Bon bref, on s'en fout. Mais en tout cas, j'ai découvert vraiment une meuf basée, quoi. Elle faisait un peu timide dans son coin, tu vois, et je trouve que ça des temps. Non, mais justement, ça a été une bonne école pour certains, ça a révélé certaines personnes, hein, le fait d'accéder à l'Assemblée. Ouais. Mais non, mais surtout qu'elle, même au début du quinquennat, j'ai trouvé qu'elle était un peu timide et tout, on l'entendait pas trop. Et là, ces derniers temps, elle a pris de l'assurance et elle est beaucoup plus sur le devant. Et en vrai, en interview et tout, elle est. Et tant mieux. Poursuivons. Le extérieur est en train de lui répondre. Eh bien, Sébastien Delogu, un autre député de la France Insoumise, à ce moment-là, se lève et brandit. On pourra arrêter de se moucher pendant les émissions. Il y en a un, il tousse, il y en a un, il se mouche. C'est incroyable. Un drapeau palestinien. Voici la séquence. Monsieur Delogu. Alors, les huissiers, ils interviennent physiquement. Hein. Vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bureau. C'est inadmissible. C'est historique, ils ont eu raison de le faire. Ils viennent de rentrer dans l'histoire en faisant ça. Peut-être pas. La séance est suspendue. Ah si. Cela a déclenché, vous l'avez vu, une véritable bronca dans l'hémicycle, la colère de Yael Braun-Pivet, au point, et c'est un fait rarissime, eh bien que le bureau de l'Assemblée nationale a décidé de se réunir, et voici le résultat. Et vous copierez 100 fois, je ne suis pas contre le génocide palestinien. Quand on reparlera du génocide palestinien du point de vue de la France, dans les livres d'histoire, le fait que LFI soit le seul parti qui a fait ça, là, je vous garantis que ça marquera... Moi je pense pas, enfin c'est basé, mais de là à ce que dans les livres d'histoire ils nous disent oui, Delogu, il a brandi un drapeau tel jour, je pense pas. Bref, Delogu, mais la gauche... Exclusion temporaire contre monsieur Delogu de se lever. Ah, c'est pour ça qu'il reste assis... Ah, c'est plus un vote à main levée, c'est un vote levé. Je demande à ceux qui sont contre de bien vouloir se lever. L'Assemblée a prononcé Satil est assise. la censure avec exclusion temporaire. En conséquence, il est désormais interdit à monsieur Delogu de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître. Est-ce qu'il peut avoir son suppléant qui va voter, ou est-ce que ça fait une voix de moins pour chaque vote à LFI? Ou dans ce cas, ça fait un peu chier. Dans son enceinte jusqu'à l'expiration du 15e jour de séance à partir d'aujourd'hui. Monsieur Delogu, il vous est demandé de quitter l'enceinte de l'Assemblée nationale immédiatement. Je vous demande de vous arrêter. La séance est suspendue 2 minutes. Levé de la NUPES. Alors, elle prévoit cette sanction, le retrait de la moitié de l'indemnité parlementaire pendant 2 mois. Ça représente à peu près un peu plus que 7 000 €. Et puis surtout, son exclusion temporaire de 15 jours. Sauf que Samy, les tensions, elles sont pas retombées tout de suite. Ah bah pas du tout, puisque vous savez, alors il y a cette salle, c'est la salle des 4 colonnes. Après l'hémicycle, généralement, les députés y passent pour être interrogés par les journalistes. Et à ce moment-là, lorsque les députés sortent, eh bien une violente altercation éclate entre... Incroyable. Ah, je savais pas, mais il y a un rebondissement, les gens. Et Meyer Habib, à tel point que ce sont les agents de l'Assemblée nationale... Ah, il faut qu'il y ait une vidéo. Avec Meyer Habib, ça va être beaucoup trop bien, il déçoit jamais. ...qui ont dû les séparer et regarder. Non. Comment vous leur donnez la parole? T'as pas vu ça? Comment vous leur donnez la parole? À qui tu parles? À toi, je te parle. On n'a pas vu les cochons ensemble, alors respecte un peu. C'est quoi le cochon? T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide récupéré? Pour apologie du génocide, monsieur. Quelle apologie du génocide? Moi, je regrette la mort de tous les enfants. Le mec, alors il a le droit de lui prendre la tête, mais il était en pleine interview, le mec t'attend, non? Vous serez poursuivi en justice, monsieur. Ne touchez pas. Oui. Ne touchez pas, parce que là, vous êtes devant les caméras. Vous êtes un scandale. Vous faites honte à l'Assemblée nationale. De quoi il l'a menacé? De quoi il n'y aura pas les caméras, je vais te casser la gueule? Vous avez des drapeaux palestiniens dans l'Assemblée, vous avez plus limite. Ils sont ratés une fois de plus. Regardez-le. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà. Et on devrait tous avoir honte d'être représentés par des gens comme ça, qui n'ont pas de cœur, qui ont un cœur à sens unique. Alors il est important... Il n'y a pas besoin d'animaliser Meyer Habib pour dire qu'il dit de la merde. Préciser une chose, c'est que le règlement de l'Assemblée nationale ne précise pas justement explicitement l'interdiction de brandir un drapeau au sein de l'hémicycle. En revanche, il prévoit des sanctions contre tout député qui se livre à des manifestations troublant l'ordre de l'Assemblée nationale. C'est Ouais, mais attends, il y a plein de gens, ils troublent l'ordre de la séance.
Qu'est-ce qui rentre dedans quand les gens, t'es en train de parler et qui commencent à crier et qu'on t'entend plus? Dans ce cas-là, ça trouble aussi, mais... On disait pareil, quand ils tapent avec leur pupitre comme des bourrins pour faire du gros bruit, ça peut être vu comme un trouble à l'ordre public aussi, tu vois. Moi, ça trouble mon ordre auditif. Par l'Assemblée, on termine, Julie, par cette image. Est-ce qu'on peut parler de concomitance des événements? Sans doute. Regardez, c'est en Italie, des députés italiens qui ont brandi cet après-midi des drapeaux. Putain, en Italie, c'est quand même... Actuellement, ils ont un gouvernement post-fasciste, au minimum. Bon, si on veut préciser poste, mais... Aux Palestiniens, pas de sanctions immédiates, mais l'incident va être examiné par le bureau de la présidence. Putain, même chez les fachos, littéralement, ils sanctionnent moins. C'est incroyable, ça. Merci beaucoup, Samy Sfaxi. Je disais, on va en parler avec... Ils sanctionnent plus tard. Emmanuel Bompard de la France Insoumise et Ulysse Gosset qui nous a rejoint du service international, politique internationale de BFM TV. Bonsoir à vous, Ulysse. Après, le parlementarisme étant plus important, du coup, en Italie qu'en France... où c'est plus où on est dans un régime semi-présidentiel, peut-être que ça joue. Sur le drapeau, déjà, est-ce que vous saluez le geste de ce député? Bien sûr. Là, il prend un risque, Bompard, parce que Delogu, il a essayé de disculper tous les autres en disant c'était pas une initiative de LFI, c'était une initiative personnelle, tu vois. Je suis fier du député Sébastien Delogu et je pense qu'en posant cet acte symbolique aujourd'hui dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, il a, je pense, fait un geste qui correspond à notre devoir devant l'humanité. Parce que l'aggravation de la situation à Rafah, les images qu'on a vues, par exemple, dans la nuit de dimanche... on peut le dire contre l'humanité, puisqu'il y a littéralement des crimes contre l'humanité qui sont des mandats d'amener pour ça. À lundi, c'est pas encore, les juges ne se sont pas encore prononcés. L'humanité. Et notre devoir, notre responsabilité, c'est de les dénoncer. Et notre devoir et notre responsabilité, c'est de compris dans l'hémicycle, c'est de faire en sorte que la France... Non, dans les chiottes du bar d'à côté. C'est quoi cette question? Par la voix du président de la République et des autorités politiques de ce pays, ne reste pas silencieux. Le président de la République nous... Oui, David qui s'est excusé auprès des cochons, ça j'ai trouvé que c'était basé par contre. Effectivement, il a dit oui, non, peut-être on aura l'extrait. On ne peut pas se contenter, comme il l'a fait, de faire un tweet qui est à peu près le 15e depuis 6 mois, qui appelle à un cessez-le-feu et au respect du droit international. Parce que le droit international n'est pas respecté aujourd'hui. On va l'entendre d'ailleurs, Emmanuel Macron, parce qu'il est allé un petit peu plus loin. Oui, non, demander le respect du droit international, c'est interdit. Ce que fait Sébastien Delogu en faisant cette action symbolique, il alerte, il dit stop, ça suffit, maintenant il faut se bouger, il faut faire quelque chose. Et il demande qu'il y ait des sanctions contre le gouvernement de M. Netanyahou. Et il demande que la France décide, comme l'ont fait 3 pays, la semaine dernière, de reconnaître l'État palestinien. Il demande qu'il y ait un embargo sur les armes. Il demande que la France sorte de cette situation qui est une situation quasi de complicité aujourd'hui. Ça doit s'arrêter. Voilà pourquoi cette action était nécessaire et que je la salue. Anne-Elisabeth Moutet, cette sanction, 15 jours d'exclusion, et on le disait avec Samy, le retrait de la moitié d'indemnité parlementaire pendant 2 mois, soit à peu près 7 000 €. Elle vous semble adaptée, cette sanction? Il y a un règlement à l'Assemblée nationale. Il faudrait rétablir la peine de mort pour ces gens-là, c'est ça qu'elle va nous dire. Une volonté évidente dans cette action de pousser et d'hystériser le débat, mais ce n'est pas une raison pour que le règlement ne soit pas respecté, d'une part, et d'autre part... Ah non, je ne sais pas ce qu'elle pense. Les mecs, ils sortent juste un drapeau, tu sais. D'autre part, ce n'est pas une bonne méthode. On en arrive à des scènes comme celle qu'on a vue dans l'Assemblée et comme ça on a vu après, parce que naturellement ça excite les deux parties. Et donc non, d'une part je pense que Mme Braun-Pivet a parfaitement raison, et d'autre part on peut parfaitement avoir des débats parlementaires sans être obligé de pousser ça volontairement à casser le rythme de l'Assemblée nationale. On l'a pas fait pour Mariupol, on l'a pas fait pour Alep en Syrie, on l'a pas fait pour d'autres endroits, mais ça c'est devenu un enjeu électoral. Alors c'est pas vrai, dit Emmanuel Bompard. Non, il n'y a pas eu de drapeau ukrainien à l'Assemblée, vous auriez dû. Je donne un exemple très simple. Je vous donne un exemple très simple dans l'Assemblée nationale, qui est après la décision. Moi, sur le fronton de la mairie où je suis, ils arborent un drapeau ukrainien. Peut-être ça trouble l'ordre aussi. Ils veulent hystériser le débat. Je pense. Ville basée, du coup. De toute façon, ville qui vote Mélenchon et qui a voté Newps aux législatives, donc ville basée. Inacceptable de la Russie d'attaquer l'Ukraine. L'ensemble des députés sont rentrés avec un badge accrochés sur leur veste avec un drapeau ukrainien. Et personne à l'époque a dit ça posait quelques problèmes que ce soit. Sébastien Mais il n'a pas interrompu la séance, il parlait pas. Est-ce que si je lève les bras, ça interrompt la séance? Par contre, est-ce que à partir du moment où entre mes bras, il y a un bout de tissu coloré, ça interrompt la séance? Là, c'est un peu mauvaise foi parce que évidemment, que si tu te lèves avec un drapeau, évidemment que tout le monde va arrêter de parler pour te regarder. Il faut pas non plus, tu vois, c'est logique. On continue d'entendre la personne. C'est pas parce que les gens se taisent 5 minutes pour lui dire, tu sais, avec le drapeau, que c'est la fin du monde, quoi. Faut pas. Je suis en désaccord avec toi. Puis la séance, il a brandi un drapeau palestinien. Madame, vous disiez, de fait, la séance a été suspendue. Madame, vous disiez, il faut appliquer le règlement, c'est normal, etc. Attendez, que les gens qui nous écoutent le sachent. La seule fois où la présidente de l'Assemblée nationale, sur le champ, a décidé d'interrompre les questions au gouvernement,
pour dire qu'il allait y avoir une sanction, c'est quand un député du Rassemblement national a tenu des propos racistes contre un député de la France Insoumise. Tu retournes en Afrique. À l'époque, le bureau de l'Assemblée nationale n'avait même pas été convoqué dans la foulée, il avait été convoqué 2 jours plus tard. Conclusion, bilan. En Macronie, en Madame Brun-Pivet, il est plus grave d'alerter sur les carnages qui sont en cours aujourd'hui à Rafah que de tenir des propos racistes. Je vous pose la même question, Christophe Barbier. C'est normal, madame, pas moi. Je suis indigné par le 2 poids 2 mesures qui est à l'œuvre par la décision de la présidente. Oui, et en plus, c'était pendant qu'un député parlait. Et c'était... Alors lui, il nous a dit que c'était pas au député qui parlait. Je sais plus si c'était pas Carlos Bilongo ou je sais plus. De l'Assemblée nationale. Et je pense que les gens qui nous écoutent doivent mesurer la différence entre alerter sur la situation dramatique à Gaza et tenir des propos racistes. Sanctionner trop durement ce député? Non, parce que ce que vous dites ne correspond pas à la réalité. Enfin, c'est votre interprétation, c'est pas la mienne. Ça correspond très précisément à la réalité. Deux choses. Non, mais dites-moi ce qu'il faut. D'abord, sur les propos du député. On sait que ça va être des trucs particulièrement basés à partir du moment où Christophe Barbier parle. RN, il y avait une dispute. Qu'est-ce qu'il avait dit exactement? Qu'il retourne au pluriel, c'est-à-dire les migrants, etc., ce qui n'était pas acceptable, ou bien qu'il retourne lui, le député LFI, qui était un élu noir, ce qui était voilà. Singulier au pluriel, le racisme reste du racisme. Ça méritait investigation, si j'ose dire. C'est pourquoi la sanction. Non, il n'y avait pas besoin d'investiguer. Attendez, si, il y avait besoin. Donc, ensuite, vous ne pouvez pas comparer une démarche collective de tous les députés par solidarité avec un pays dans l'unanimité, c'est-à-dire le badge ukrainien que vous évoquiez, avec une démarche non prévue, non débattue et solitaire d'un député de brandir ce drapeau. Par ailleurs. Ah, donc s'ils en avaient débattu et qu'ils avaient tous brandi un drapeau palestinien, là c'est bon. Bah merci pour la précision, Christophe Barbier, on fera ça la prochaine fois. C'est là, tu vois, il tord de la réalité dans tous les sens, quoi. Quand il brandit ce drapeau palestinien, vous nous dites c'est pour alerter sur les massacres, vous avez raison, ce qui se passe là-bas est absolument intolérable. Mais il y a aussi un autre sens. Oui, il voulait savoir si c'était raciste au singulier ou au pluriel, en fait. Effectivement, toujours basé, Barbier. C'est-à-dire que ce drapeau palestinien se retrouve dans l'hémicycle comme on plante des drapeaux quand on conquiert des montagnes. Et donc aujourd'hui, toutes les forces palestiniennes... C'était vraiment sa défense. De dire, ah ben non, je disais il au pluriel, je ne parlais pas aux députés, je parlais des Noirs en général. Les pacifiques, mais aussi les terroristes, peuvent dire, voyez, on a planté notre drapeau dans l'hémicycle français. Et donc, est-ce que vous ne fournissez pas à des mouvements terroristes un formidable argument pour dire regardez, notre cause progresse. Mais c'est pas un drapeau terroriste, le drapeau de la Palestine, tu dis n'importe quoi. Mais c'est incroyable d'entendre ça. Et le pire, c'est que ces gens-là qui disent... Attends, c'est les mêmes gens qui disent qu'on hystérise le débat. Hein. Le mec qualifie de le tout un pays de Christophe terroriste. Barbier. Le mec qualifie tout un pays de terroriste quand on brandit un drapeau. Et c'est les mêmes après qui vont te dire qu'on hystérise le débat et qu'on le divise en deux, quoi. Merci Ordéon pour le follow. On ne dit pas sac à merde, Aro. Je rappelle que je suis en procès pour le mot merde. Donc, on vous rappelle les règles. Christophe Barbier est un sac à idées controversées. C'est ça qu'on a le droit de dire de façon républicaine. Il n'y a pas plus blanc ou noir et moins nuancé que dire que le drapeau palestinien fait un hommage aux terroristes, en fait. Et le Christophe, on est quand même dans... Soyez raisonnable. Non mais c'est ce que je soyez raisonnable. Les enfants qui prennent des bombes, qui sont brûlés. Mais c'est horrible. Les civils qui sont frappés. Bien sûr, c'est horrible, il faut que ça cesse. C'est à eux qu'on pense quand on brandit le drapeau palestinien. C'est horrible, il faut que ça cesse. Non, mais vous dites ça et en même temps vous dites oui mais quand même. Non, votre geste peut être utilisé par des gens qui ont des motivations. Mais attends, ils ont pas directement un drapeau, le Hamas? On va vérifier. Il semblerait que si, les gens. Il semblerait que si. Mais alors, tous les groupes ont des drapeaux, je veux dire. Voici ce qui aurait été un drapeau en soutien au Hamas. Le drapeau du Hamas directement. Voilà, il existe, le voilà. Il est sur Wikipédia. Flag of Hamas. Et là, ça serait vraiment des islamo-gauchistes pour le coup. Donc là, vraiment, on ne peut pas faire de plus grosse contre-vérité que ce qu'il vient de dire. Je sais pas. C'est QFD là, hein, les gens. Au bout d'un moment. Christophe Barbier, il va falloir trouver un autre métier. Et comme rappeur, t'étais un moins pire rappeur que tu n'es un débatteur de talent. Donc c'est pas peu dire, hein. Ce que vous êtes en train de dire peut être utilisé par les criminels de guerre qui sont à la tête du gouvernement israélien. Je ne suis pas à l'Assemblée nationale. On rappelle quand même. Ce n'est pas raisonnable. On rappelle. Merci pour le follow, les Kings. Quand même le contexte, et Perico les gars, je sais que vous souhaitez intervenir, on est le jour où 3 pays européens, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, ont formellement reconnu l'État de Palestine. Mais sans aller jusque-là, et sans aller jusqu'à cette crispation, je regrette sincèrement, c'est l'enceinte de la République, c'est votre droit de l'exprimer de cette façon, ça reste l'Assemblée nationale. Journaliste à Marianne qui est en passe de passer de Kretinsky à un wannabe Bolloré d'extrême droite. Et un député de la nation, il est sanctionné, il s'est exprimé, je ne partage pas cette façon de faire, mais c'est son droit. Non, je reviens sur un élément moins important, le 16 mai, le député Richard Ramos du Loiret, député Modem, propose de créer un groupe France-Palestine.
c'est pas méchant. Je Et l'Assemblée l'a refusé. Là, j'ai pas compris. Alors, ça ne justifie pas peut-être les C'est le mec le plus basé du plateau, le mec de Marianne, tu trouves? Plus basé que Bompard. Bompard, là, il a quand même sorti quelques... Bah, il a remis un petit peu l'église au milieu du village. C'est verbaux et le brandissement d'un drapeau palestinien, c'est pas non plus le drapeau de l'Allemagne hitlérienne, c'est le drapeau d'un peuple qui est en souffrance. Alors, il faut pas le brandir dans l'Assemblée nationale, c'est interdit. Donc, elle a fait qu'appliquer la procédure. Mais c'est votre droit de le faire. Si tu regardes bien, Daimon, en fait, le débat n'est pas sur des sujets précis. En fait, le débat est que sur répondre à des accusations mal fondées. C'est ça qui est horrible en fait, c'est que la télé ne veut pas créer de l'intelligence, en tout cas pas dans ces circonstances-là. Parce que là, on n'est pas en train de parler concrètement de géopolitique, de machin, de trucs. Il est juste en train de répondre à des accusations mal infondées, quoi. C'est horrible, ça tourne en rond. Sur l'aspect légal comme sur l'aspect symbolique, il n'y a que des contre-vérités qui sont dites. Donc, ça veut dire quoi? Être basé, être précis, être dans le vrai et le dire bien, on va dire. Pas sanctionner parce qu'il ne faut pas brandir un drapeau. Dire des vérités, être fort, quoi. La nature de la sanction qui a été utilisée. Cette sanction est la plus grave possible sur l'échelle des sanctions de l'Assemblée nationale. Juste, sachez, est-ce que vous savez que dans la mandature précédente, un député macroniste à l'époque, qui s'appelait Sébastien Nadeau, avait brandi une pancarte et il avait dit la France est complice des morts au Yémen à l'époque. D'accord? Précisément une démarche de même nature pour alerter sur une situation. Est-ce que vous savez quelle sanction avait eu M. Nadeau? Est-ce que vous le savez? Personne ne le sait. Légère, un blâme, un rappel au règlement. T'es déjà, mais exactement. Ça n'a pas le même impact dans l'opinion. Vous voyez bien, ce soir, il y a des manifestants. Si vous faites un règlement, monsieur Barbier, vous évaluez le règlement en fonction de la nature. L'opinion, elle était déjà bien impactée. Là, ça fait 3 jours de manifestations consécutifs. 3 jours consécutifs de manifestations en faveur de la Palestine. C'est pas parce que le mec, il a sorti un drapeau, hein. Ça, c'est pas la cause, c'est le symptôme, là, ce que vous voyez. Du trouble à l'ordre public en fonction de cette action, Manuel Bompard. C'est pour ça que je voulais cet exemple. Je reviens sur le comité France-Palestine, Richard Ramos, qui n'est pas un révolutionnaire, qui l'a fait, qui est dans une démarche très ancienne entre la Palestine et la France. C'est pas violent, un groupe, et c'est refusé par l'Assemblée. Là, il y a un positionnement politique du Parlement français qui est un petit peu difficile à comprendre. Voilà. Manuel Bompard, cette action-là, elle n'était pas concertée? Non, c'est ça. Vous saviez pas, c'est son initiative propre, mais encore une fois, moi je la salue et j'en suis totalement solidaire. J'ai dit pourquoi, et honnêtement, Ça va, ils se couvrent tous les uns les autres. Lui, ils étaient pas au courant, lui dit oui, on n'était pas au courant, mais on est solidaires. Plutôt que de venir reprocher à M. Delogu et d'infliger cette sanction complètement disproportionnée, je pense qu'il serait quand même temps que la France nous explique pourquoi le président de la République n'est pas en capacité de faire ce que fait l'Espagne, ce que fait l'Irlande. Et ça, on va en parler, je vous le promets, notamment avec Ulysse Gosset dans un instant. Mais alors, c'est pour alerter sur ça que c'est très important, vous avez raison, mais juste avant, je voulais qu'on revoie cette séquence, parce que ça dit quelque chose aussi de la violence aussi des débats autour de ce sujet-là. Ce qui s'est passé. Ah mais un drapeau, c'est violent. Donc, dans les 4 colonnes, après qu'il a brandi ce drapeau palestinien, David Guiraud, député de la France Insoumise, interpellé par son collègue Meyer Habib. Interpellé, agressé. Pendant qu'il est en train de tenir une. Son meilleur ami, Meyer Habib. Merci Vulmio qui a offert un. Alors, c'est la deuxième fois que tu offres un abonnement ce soir, Vulmio, non? Qui offre un abonnement à Rastaïvo. Un gros Daniel à toi. Je ne sais plus si c'était toi. Merci beaucoup. Regardez, je vous laisse juger, regardez. Comment vous leur donnez la parole? On l'a vu ça? On n'a pas levé les cochons ensemble, alors respecte un peu. C'est quoi le cochon? C'est la deuxième fois qu'il le diffuse, ça, non? Alors, du coup, on passe. Il arrive par derrière, l'interrompt au milieu de cette conférence de presse et commence à l'insulter. Donc c'est ça le point de départ. Et il le traite de porc, est-ce que ça vous le condamnez? Celui qui a utilisé le premier, le champ lexical des porcs et des cochons, excusez-moi, dans cet extrait que vous êtes en train de montrer, c'est monsieur Meyer. Oui, mais avec un proverbe. Non mais d'accord, mais si vous voulez... Attendez, il faut qu'on retrouve la réponse de David Guiraud par rapport à ça. Oui. Ah, sur Twitter, il disait porc, du coup, c'est antisémite, d'accord. Antisémite, oui, parce qu'en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un terme allemand qui voulait dire... truie, je sais plus quoi, et du coup ça ramène de lexique du porc. C'est vraiment, tout est, faut traduire en allemand, et en plus c'est pas porc, mais c'est. Bah, on a vu qu'ils ont traduit, oui, les soulèvements de la terre, ça voudrait dire les intifadas de la terre, donc tout est possible, hein, les gens. Bon bref, on écoute Guiraud. David Guiraud, est-ce qu'avec un peu de recul, là, en revoyant cette séquence et en prenant le temps de l'écouter, vous referiez exactement la même chose et vous rediriez surtout exactement la même chose? Bah, vous savez, non, des fois les mots vont plus haut Oh, dit voilà, tentative d'apaisement, mais... que notre pensée, et c'est vrai que même faut être beau joueur. Moi je présente mes excuses à tous les cochons de France. J'en ai jamais vu un défendre un génocide, hein. Allez, incroyable Guiraud, quoi. Drop the mic.
Ah, quand même, l'avantage, c'est qu'il y a des députés de talent à gauche, quoi. Dans la vraie gauche, le vrai centre-gauche modéré, quoi. Qu'est-ce que t'en dis, Saty, là? Qu'est-ce que tu penses des cochons? Tu en manges un peu des fois, toi, hein? Si? Quand je fais le rôti, bah, tu en manges un petit bout. C'est-à-dire, il y a du rôti en ce moment. Vous allez en permanence les excuser, faites-le si vous voulez. Excuse pas, c'est une altercation, je suis comme Jericho. Mais quand même dire cet import à quelqu'un de confiance. Oui. Tu peux juste mettre la musique suivante parce que ça fait cacophonie les paroles plus le. Radio 7. DAI-FM, tout simplement. Confession musulmane ou juive, c'est spécial. Vous lui direz, mais c'est lui le premier qui parle des cochons, c'est pas David Guiraud. Donc en l'occurrence, vous utilisez cet argument. Il prend un danger, pas une injure. Écoutez, franchement, je vais vous dire les choses. Ce député, monsieur Meyer Habib, parce que moi je veux bien qu'on parle de tout ce que vous voulez, cet homme a dit sur un plateau de télévision il y a quelques semaines de ça que la population palestinienne était un cancer. Cet homme a dit dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, à l'occasion d'une question posée par un député de mon groupe de la France Insoumise pour demander ce que la France allait faire pour arrêter les massacres à Gaza. Cet homme a dit on va pas s'arrêter là. Cet homme dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Bizarrement là il n'a pas été sanctionné. Donc, il l'a répété là en disant que c'était on va pas s'arrêter là. Oui mais ça ne trouble pas l'ordre. On va éradiquer le Hamas. Mais en plus, ça veut dire quoi, parce que j'ai envie de te dire, il est censé être les pro-israéliens, peut-être. On connaît. Cet homme est le conseiller spécial de M. Netanyahou qui est aujourd'hui. Non, des Français de l'étranger, de la Méditerranée. Oui, sous le et donc d'Israël aussi. Au coup d'un mandat d'arrêt demandé par le procureur de. Il représente les Français de l'étranger, notamment Saint-Circo, mais il y a quand même deux trucs à dire. Le premier, c'est qu'il n'y a pas que Israël dans Saint-Circo, il y a un certain nombre d'autres pays. Oui, il y a Chypre, il y a l'Italie, il y a plein de trucs. Et le deuxième point, c'est que. Il représente les Français de Gaza aussi. Mais en théorie. S'il y a des franco-palestiniens qui sont à Gaza, par exemple, il est censé les représenter aussi. Du coup. Oui, bien sûr, mais il est aussi censé représenter les Français qui sont dans, je sais plus lesquels. Tout le pourtour de la Méditerranée. Autour, tu vois. Toute la Méditerranée. Ma théorie du complot, c'est un agent israélien. Où voulais-tu en venir? Il représente quasiment que Israël, pas les pays autour. Bah, il est pas censé. Mais bon. Enfin, c'est pas autour, mais les pays à côté qui sont aussi au niveau de la Méditerranée, parce que du coup, je suppose qu'il y a l'Égypte dans l'eau, tu vois. Ma théorie du complot, c'est que c'est un double agent et qu'il il fait partie du Mossad. Les complotistes. Ouais, là, je trouve ça, tu vas un peu loin, mais je sais ce que tu veux. Mais disons que. Il n'a pas besoin de faire partie du Mossad pour être acquis à la cause d'Israël, les gens, calmez-vous. Bref. De la Cour pénale internationale comme un agent influent quand même, on va pas se mentir. Continue, mais je fais une capsule, on en est à 32 minutes de capsule, très très bref si vous voulez. Et pas le renard, plutôt toi, vas-y. C'est juste pour dire, après de toute façon, en théorie, même si c'est pas le cas, les députés sont censés représenter juste la France et pas leur circo. Guerre. Mais dire cet rapport à un juif quand même, malgré tout ça. Peut-être pour lui, représenter la France, c'est être aligné avec Israël, hein, ça se défend. Je suis pas d'accord. Un juif. Voilà. Bref, est-ce qu'on peut écouter ce qu'ils disent? International comme criminel de guerre. Mais dire cet rapport à un juif quand même, malgré tout ça. Peut-être qu'on peut écouter Meyer Habib. Il était sur le plateau de BFM TV cet après-midi. C'est une honte pour l'Assemblée nationale. Alors lui, il se défend, on écoute sa version. Je dis à ce David Guiraud qui lui-même a nié les massacres du 7 octobre, puis après il est revenu là-dessus. C'est une crapule antisémite. Il a nié les massacres du 7 octobre, à quel moment? Et je le dis publiquement, mais traiter de porc les juifs, c'est la plus vieille insulte antisémite du monde. C'est ce qu'on du matin au soir, on traite de porc, etc. Moi je connaissais d'autres animalisations antisémites, mais c'était plus genre ils comparaient à des rats ou d'autres animaux qui sont considérés comme des nuisibles, mais les porcs c'est pas considéré comme des nuisibles. Etc. Il l'a fait publiquement, je porterai bien évidemment plainte contre lui. Mais quand vous le traitez de crapule antisémite, c'est aussi une insulte. Ah bah qui me porte plainte parce que lui réellement on peut prouver que c'est une crapule antisémite. Vous condamnez quand même le terme de porc. Ce que dit Meyer Habib, oui, bien évidemment. Mais est-ce que vous condamnez ce que dit votre collègue de la France Insoumise? Arrêtez, tout le monde sait très bien que dans l'expression de David Guiraud, la tchadisation de LFI, un antisémite, mais j'ai bien compris que quand Meyer Habib répond sur n'importe quel sujet, de toute façon. S'améliorer, bon, il était pas aussi déter. Hein. Désormais, tous ceux qui sont pas d'accord avec lui sont antisémites. Donc maintenant, l'ONU est antisémite, c'est ce qu'a dit, y compris le gouvernement israélien ces dernières semaines. Le pape est antisémite parce qu'il a dit qu'il fallait qu'il y ait un cessez-le-feu à Gaza. Et tout le monde est devenu. Il faut arrêter avec ça parce que ça fait beaucoup de mal à la lutte nécessaire et légitime contre l'antisémitisme. Donc il faut arrêter avec ça. Il n'y a rien d'antisémite dans le propos qui a été tenu par David Guiraud. Et encore une fois, là c'est sûr que les vrais antisémites se frottent les mains actuellement. Hein. D'ailleurs, il y a un article dans Libération qui dit oui, le retour d'Alain Soral qu'on croyait essoré et qui malheureusement retrouve. C'est pour ça qu'on voit des Soraliens des fois pop sur le chat. On se dit mais on est en 2008, qu'est-ce qui se passe? Et bah non, pareil que le mec fait un comeback quoi. Et du coup, je pense que malheureusement, tu vois, lui, il fait son beurre de ça, de dire ah regardez, il traite tout le monde d'antisémite, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on traite quelqu'un d'antisémite, en fait c'est faux. Bah non, il y a vraiment des antisémites, c'est ça le problème, tu vois. Mais rappelle-toi, j'en avais parlé il y a longtemps. Pas se tromper d'ennemis les gens à un moment. Qui sont les vrais antisémites?
Je l'avais pré-shot tout ça. Hein. Pour le coup, j'avais bien vu le truc venir et j'avais même dit le fait que les journalistes et les politiciens accusent tout le monde d'antisémitisme pour rien, ça fait en sorte, ça alimente leur complot juif. Le truc de oui, la France, elle est tenue par Israël, nanana. Tout ça, ça alimente leur discours antisémite. Vous avez un problème sur le fait que ce champ lexical a été employé, il faut poser la question à Meir Habib qui n'avait pas à venir interrompre David Guiraud comme il l'a fait. Maintenant, franchement, je ne vais pas passer ma soirée à commenter cet incident. Et je on va dis parler. Que les positions qui sont celles de Meir Habib, elles auraient dû déclencher la polémique dans ce pays depuis bien longtemps. Parce que si moi j'avais dit, et ce que je ne dirai jamais parce que je ne le pense pas, que la population de tel ou tel pays est un cancer, ça aurait fait les unes de vos plateaux pendant des semaines et des semaines. Et là, vous n'en avez pas parlé une seule fois. Donc je dis qu'il y a une forme de deux poids deux mesures dans le traitement médiatique de ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire qui est devenu insupportable. Ça, c'est votre regard. On va parler. Regard, madame, et je l'assume et je vous le dis, les yeux dans les yeux. Manuel Bompard, on va parler du vrai sujet. Il n'a pas dit droit dans mes bottes, attention. Derrière, qui est la reconnaissance ou non de l'État, la Palestine. Je le rappelais. Je sais pas si les propos de Guiraud sont antisémites, par contre, les attaques sur le physique, c'est pas terrible non plus. Oui, si c'est dans le mode porc dans le sens grossophobe, et bien là, je me solidarise, même si je vais redevenir go muscu un jour, bientôt. Je me resolidarise avec Meir Habib dans ce cas-là. Trois pays européens aujourd'hui ont décidé de reconnaître l'État palestinien, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège. Quelle est la position de la France là-dessus? Je voulais qu'on écoute Emmanuel Macron. La question lui a été posée aujourd'hui, on écoute le président. Nous sommes prêts à travailler activement à une solution de paix. Elle est atteignable, avec une volonté politique. Ouais, moi aussi je tousse quand j'ai entendu Héphaïstos. Elle passe par un chemin, celui du jour d'après, pour Gaza, plus largement pour un État palestinien, ce qui suppose beaucoup de réformes, des évolutions, un équilibre régional, des éléments de sécurité garantis. Voilà, donc quand ce sera la paix dans ce truc qui n'a jamais connu la paix depuis 1948, on envisagera de reconnaître l'État palestinien. Mais pas avant. Pour Israël. Mais c'est cette réponse politique d'ensemble qui est aujourd'hui une nécessité. Cette reconnaissance doit arriver à un moment utile. C'est-à-dire à un moment où elle s'inscrit dans un processus où les États de la région et Israël se sont engagés et qui permet, sur la base aussi d'une réforme de l'autorité palestinienne, de produire un résultat utile. Je ne ferai pas une reconnaissance d'émotion, si je puis dire. Quelle est la position de la France? Donc, comme on disait, non pas non plus une reconnaissance de raison, puisque ce serait du pragmatisme. Hein, si ce qu'on vit, c'est la paix et le vivre ensemble. Ulysse Gosset, on a du mal à y voir clair. Alors d'abord, c'est bien de prendre un petit peu de dimension et de voir quel est l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu, c'est est-ce que l'Europe est prête à reconnaître la Palestine comme État? Il faut rappeler que la France, aux Nations Unies, le 10 mai dernier, comme 142 autres pays, donc au total 143, ça fait 146 aujourd'hui, a reconnu... Est-ce que c'est la vocation de l'Europe, même si on a une diplomatie avec un chef de la diplomatie, Seb Borrell, tout ça, est-ce que c'est pas plutôt les pays constitutifs qui doivent le reconnaître apparemment? Le droit aux Nations Unies d'avoir la Palestine comme État membre. Donc la France a fait un geste déjà très important. C'est un vote qui a été l'objet d'un veto de la part des États-Unis. Aujourd'hui, la France dit « Nous sommes prêts à reconnaître l'État de Palestine ». C'est ce qu'a dit le président. Il n'y a pas de tabou. Je suis totalement prêt à reconnaître la Palestine. Mais non, oui, mais tout ce qui précède le « mais », on s'en fout. Est-ce le bon moment? Et il dit « Non, ce n'est pas le bon moment ». C'est ce que dit également le chancelier. Donc c'est pas un tabou, mais on va pas le faire. Sans tabou. Allemand Scholz. Pourquoi ce n'est pas le bon moment? Parce qu'on est en pleine guerre, on est dans un contexte d'émotion et donc pas question de reconnaître l'État palestinien. Non mais il y a que de l'émotion à voir depuis le début, il n'y a jamais de moment où c'est pas la guerre. Il y a des moments d'accalmie, il y a des moments de plus basse intensité, mais c'est une guerre qui date depuis 1948. Sous le coup de l'émotion. Ça fait sens, c'est-à-dire est-ce que effectivement c'est le moment ou pas? Alors on comprend bien que compte tenu des massacres qui sont commis à Gaza, compte tenu de ce qui s'est passé le 7 octobre, un autre massacre qui a déclenché la guerre d'aujourd'hui, le moment diplomatique n'est pas forcément le bon. Mais surtout ce que dit la France, même si c'est difficile à comprendre parce que la France a été pionnière pour les massacres d'avant qui ont déclenché le 7 octobre aussi. Reconnaître un État palestinien. Jacques Chirac ne les excuse en rien. Chirac l'a voulu, François Hollande l'a voulu, François Hollande et aujourd'hui Emmanuel Macron. Mais en fait, la réalité, c'est que si on reconnaissait aujourd'hui la Palestine, on donnerait raison, d'une certaine manière, à ceux qui ont provoqué la guerre d'aujourd'hui. C'est pour cela que la France ne le fait pas. La France qui dit que c'est pas le bon moment, mais alors comment expliquer que l'Espagne, l'Irlande, la Norvège, eux disent, bah si, il faut reconnaître l'État palestinien. Parce qu'ils sont antisémites. Ça permettrait d'accélérer finalement l'existence d'un État palestinien. Ce n'est pas... Et alors, que tu le sois d'accord ou pas, est-ce que concrètement, juridiquement, oui, ça accélérerait les choses? Dans ce cas, peut-être ils ont intérêt à le faire, oui. Le point de vue de la France. La France dit, pour qu'il y ait un État palestinien, il faudrait qu'il y ait une résolution des Nations Unies autorisant la création d'un État palestinien. Et pour cela, il faut une résolution. 1967. Et donc, effectivement, il faudrait qu'il y ait un débat et un vote aux Nations Unies. Ce que fait la France aujourd'hui, c'est qu'elle a préparé une résolution dans ce sens, en essayant de faire que les États-Unis ne mettent pas leur veto à cette résolution. Ah, plus il y aura de pays qui le reconnaîtront, plus ce sera compliqué pour les États-Unis de mettre leur veto, même si
c'est les États-Unis. Hein. En fait, reconnaissance aujourd'hui, et après, que se passe-t-il? Pas grand-chose. Ça conforte finalement les extrêmes. Le Hamas, vous le savez, est contre la solution à 2 États. Netanyahou, vous le savez, est... Alors, c'est pas ce qu'ils ont déclaré en Turquie. Il y a des moments où ils étaient contre, oui, où ils disaient, bah non, toute la Palestine, c'est tout ça, et notamment le territoire d'Israël. Par contre, si on doit prendre les déclarations les plus récentes, et néanmoins répétées, c'est leur revendication, c'est un cessez-le-feu, puis une solution à 2 États sur les frontières de 1967. Green Line. Bon, bah du coup, c'est pas exactement la même chose. Et contre la solution à 2 États. Donc aujourd'hui, reconnaître l'État de Palestine, ça ne fait pas vraiment avancer les choses. Par contre, une résolution aux Nations Unies qui ferait l'objet d'un vaste consensus et sans veto américain permettrait effectivement d'avancer et de jeter les bases d'une solution pour l'État de la Palestine. C'est ça en fait la position française. C'est pas le bon Oui, ne pas les reconnaître, ça permet de mieux les reconnaître. moment. C'est pas aujourd'hui en pleine guerre que l'on peut y arriver. C'est la position française d'aujourd'hui. Ulysse, vous vous souvenez très bien des accords d'Oslo, de la poignée de main Arafat, Yitzhak Rabin, devant le président. Bah d'accord, dans ce cas-là, fallait le faire ce jour-là. Clinton. Et on réparera l'erreur de l'époque. À Washington, dans la Maison-Blanche, on y était presque. Et Yitzhak Rabin a été assassiné. Donc, et depuis, si je peux y venir, oui. Voilà, laissez-moi faire ma démonstration. Et Yitzhak Rabin est assassiné non pas par un extrémiste palestinien, mais par un extrémiste juif, parce qu'à l'intérieur d'Israël, il y a une... Ça rappelle du coup le leader Kanak qui avait été aussi assassiné par la branche la plus radicale du FLNKS. Enfin, d'une subdivision, enfin le plus radical d'une subdivision elle-même la plus radicale du FLNKS, je crois. Minoritaire qui ne veut pas. Et ils ont un système électoral qui est une aberration, on n'en parle jamais. Ce système électoral de la proportionnelle absolue fait que 3 partis extrémistes juifs majoritaires peuvent bloquer une majorité et empêcher un consensus. Et ils sont dans le cabinet Netanyahou. Ils sont dans le cabinet Netanyahou. On en est là, c'est une réalité technique. Donc l'État palestinien, il était accepté par la communauté nationale, il y a eu des accords de Genève, il y a eu des accords d'Oslo, on y était presque et tout le monde était d'accord. Aujourd'hui, ne pas considérer que justement le drame que nous vivons... Sauf que dans ce cas-là, ce sera inversé, puisqu'évidemment, les Kanaks ne sont pas en position de colonisateurs, ça ne vous a pas échappé. La tragédie. Le 7 octobre ouvre la porte à une décision internationale. C'est maintenant qu'il faut le créer, il faut les mettre autour de la table. On ne cède à personne, on ne fait aucune concession. C'est maintenant dans cette tragédie, la seule solution. 2 États, c'est la solution, la seule. On a tout envisagé. 2 États qui cohabitent, l'État palestinien souverain. Dès maintenant. Avec Israël. Et après. C'est pas ce qui est en train d'arriver, hein. Actuellement, les Cisjordaniens sont expropriés de leur logement, de leurs terres. Et à Gaza, bah, ceux qui survivront, ils vont essayer de les pousser du côté égyptien, alors que l'Égypte dit non. Accueillir des blessés, etc. Oui, mais accueillir toute la population gazaoui, ils ont dit bah non, c'est pas ça la solution. Mais c'est probablement ce qu'ils vont pousser à l'avenir. Donc. Alors, un État palestinien souverain avec un contrôle international. Qu'est-ce qui se passe concrètement après? Donc pas une solution à 2 États. On dit, on reconnaît et après. Il ne se passe rien malheureusement. Pourquoi il se passe rien? La position française, c'est de dire il faudrait d'abord qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat. Ça, c'est la position française. Et c'est ce que tous les Européens veulent. Il faudrait l'obtenir. Sauf que cessez-le-feu, dans la diplomatie israélienne actuellement, ça veut dire une trêve. Pas vraiment un cessez-le-feu. Et donc ça, c'est un petit peu problématique. Alors, il y a quand même une nuance, il y a quand même Benny Gantz, qui est considéré comme étant au centre de l'échiquier politique israélien, qui a dit qu'il se retirerait, je ne sais pas ce qu'il en est advenu, de l'état-major si rapidement n'émergeait pas une solution pour la gouvernance de Gaza par des Palestiniens, mais pas le Hamas, mais qu'il faut que ce soit nécessairement des Palestiniens qui administrent la bande de Gaza. Alors lui, il pense plus à l'autorité palestinienne qui l'aurait pas mal soumise actuellement en Cisjordanie, mais du coup, il y a quand même des nuances dans la coalition de fait qui se crée à la faveur de cette guerre, même si Benny Gantz, il a été vacciné des coalitions avec Netanyahou parce que il y avait il devait être Premier ministre et il l'a pas été, il s'est fait un peu trahir là-dessus une fois. Le Hamas peut pas représenter, enfin encore moins après ce qui s'est passé avec le 7. Ah non, mais après, c'est de facto, ils ont été élus et ils ont une branche politique, du coup, c'est ça qui est compliqué. Même qu'ils aient été élus ne justifie pas, enfin je suis désolé, mais à un moment, ce qu'ils ont fait, c'est impardonnable. Bah, il faudra réorganiser des élections, mais... Oui. Mais des élections sous les bombes, c'est compliqué. Et évincer le Hamas, même s'ils veulent se présenter, il faut les interdire, quoi. En fait, ouais, mais du coup, ça veut dire que tu commences la fondation de l'État d'Israël, pas d'Israël, de Palestine, par une violation de son autonomie et de son indépendance. Ah bah, tu fais une ingérence, certes, possible, une ingérence pour faire un processus démocratique, mais... Enfin, en termes d'ingérence, ce qui se passe actuellement, c'est un peu pire que de dire lui, il se présente pas.
moi je suis totalement contre que le Hamas puisse... D'accord. Ça mène à rien. Il y a encore un paramètre. S'il y avait une reconnaissance aujourd'hui, ça voudrait dire quasiment de façon automatique la fermeture du consulat de France à Jérusalem. Ça veut dire couper les liens avec les Palestiniens tels qu'ils sont aujourd'hui. Bah, si eux, ils expulsent les diplomates, ça veut pas dire que nous, on les rappellerait. Mais non, c'est le gouvernement israélien qui le fait. C'est pas oui. Donc vous voulez sa pression. Non, mais qui vous menace de faire ça. Il faut être utile. Il faut être utile et efficace. Si vous croyez vraiment à l'existence de deux États, il faut les préparer sérieusement. Non, mais je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire qu'il va falloir à terme deux États. Le problème, c'est la temporalité. Le problème, c'est en fait, tout le monde veut deux États, mais si tu brandis un drapeau de l'État, tu es sanctionné. Si tu veux vraiment faire avancer une solution à deux États, bah, on te dit c'est pas le moment. Donc, si tu veux reconnaître le pays, on te dit ah bah non. Du coup, on fait comment? Je vous rejoins sur le fait que ça fait très longtemps que des choses. À part de l'incantatoire. C'est qu'il y a des otages. Bien sûr. Et ça, pour le moment, on n'en a pas parlé là. Eh bah justement, un cessez-le-feu durable. Et ça, c'est pareil. Le Hamas, ils ont proposé de libérer les otages pour un cessez-le-feu. Sauf qu'ils ont dit ah non, vous libérez les otages et après on recommence à vous casser la gueule. Bah évidemment, ils acceptent pas ça du coup. Autour de la table là maintenant, dans ce débat. Mais ça, c'est quand même un paramètre aussi essentiel. Reconnaître l'État de Palestine à ce moment-là, dans cet espace-temps-là, me paraît pas être la chose la plus Qu'est-ce que vous répondez à ça, et évidente, Manuel Bompard? D'abord, je réponds précisément sur la question des otages, messieurs, que la fois depuis le 7 octobre où on a réussi à obtenir la libération du plus grand nombre d'otages, c'est à quel moment? C'est au moment où il y a eu une trêve. Parce qu'au moment où il y a eu une trêve, il y a eu une négociation et il y a eu un échange entre des otages et des prisonniers palestiniens. C'est le moment où on a réussi à libérer le plus d'otages. Donc, alors, on pourrait nuancer le prisonnier palestinien. En fait, il y a des enfants qui sont... on n'a pas prouvé, ils n'ont pas eu de jugement, ils ont rien... On ne sait pas de quoi ils sont inculpés, mais ils sont détenus plus ou moins dans le secret. À quel moment c'est pas des otages aussi? C'est le feu, ce que je souhaite et je demande qu'il soit immédiat. Alors, il y aura une négociation et dans cette négociation... il y aura une libération d'otages, et j'espère qu'il y en a le plus nombreux qui sont encore vivants aujourd'hui, et il y aura une libération de prisonniers politiques palestiniens. Ça, c'est la première chose que je veux vous dire. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que le problème auquel on est confronté aujourd'hui, il est très simple. C'est qu'on dit tous qu'il faut un cessez-le-feu, mais il n'y a pas de cessez-le-feu. Et donc, la question qui nous est posée, c'est quels sont les outils dont nous disposons en termes de rapport de force avec le gouvernement israélien pour le contraindre au cessez-le-feu. Et notamment les Américains. Quels sont les... Oui, mais nous aussi, on en dispose de leviers. Et vous croyez que la reconnaissance de l'État de Palestine pourrait amener le... Je vais vous répondre. Alors, on dispose de quel levier? À aller vers un cessez-le-feu. C'est très simple, les leviers dont au contraire. On dispose d'un levier qui est d'infliger des sanctions économiques au gouvernement de M. Netanyahou. On l'a fait vis-à-vis du pouvoir russe après l'agression contre l'Ukraine. On peut tout à fait le faire vis-à-vis du gouvernement de M. Netanyahou. Premièrement. Et arrêter de leur envoyer de quoi faire automatiser les tueries via Eurolinks et les maillons de munitions. Deuxièmement, aujourd'hui, l'Union européenne est le premier partenaire commercial de l'État d'Israël. On peut menacer de suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Ça aurait un impact immédiat et ça obligerait le gouvernement israélien à arrêter les hostilités. Non, le plus gros impact, ce serait les privés d'Eurovision, mais bon. Et à arrêter les massacres. Là, troisièmement, oui, j'assume de dire que je pense qu'une décision aujourd'hui symbolique de reconnaissance de l'État de Palestine pèse en termes de rapport de force sur la communauté internationale pour lui dire il faut que ça s'arrête. Écoutez, il y a une majorité des États... Il y a eu un vote aux Nations Unies. Je vois pas comment le fait de reconnaître la Palestine, ça n'accélère pas une solution à deux États. Rien changé. Le 10 mai dernier, il y a eu 140. On peut le retourner dans tous les sens. Vous savez très bien qu'il y a eu un veto des États-Unis. Mais ça n'a rien changé. Et quand bien même ça n'accélère pas le processus de paix. Bah, au moins pour la symbole. Voilà. Bah, c'est quand même hyper important que la Palestine soit reconnue, quoi. Tu vois, genre, il y a un moment de décision. Maintenant, je vais vous poser une question. Vous dites c'est pas le bon moment. C'est quand le bon moment? C'est quand il n'y aura plus un seul Palestinien pour habiter l'État de Palestine qu'on aura reconnu? Parce que là, le problème, c'est pas de savoir si c'est le bon moment. Si le bon moment, c'est dans 2 semaines, dans un mois. Pas de reconnaissance d'émotion du président. Mais c'est pas de l'émotion. La question, c'est du rapport de force. Le bon moment, c'est quand les deux pays sont d'accord pour qu'il y ait 2 États. Mais s'il y a un seul État palestinien qui dit si ça continue comme ça. Mais n'exagérez pas. C'est pas vrai. Je n'exagère pas. Admissible. Après, je vois ce que tu mets sur le chat, le renard. Je sais pas si dans le Hamas, ils sont tous islamistes, antisémites, les mecs qui ont fait les massacres le 7 octobre, évidemment, tu vois. Mais dans quelle mesure il n'y a pas des gens qui sont embrigadés simplement parce que, en mode, oui, bah, on est oppressé par un État, on veut se libérer, et que... Est-ce qu'il peut y avoir, même si c'est une organisation terroriste, des gens qui sont simplement des résistants et qui se font utiliser, tu vois. Donc, je sais pas, je généraliserai pas, tu vois. T'as peut-être 50 Shades non, mais qu'il y ait des individus Hamas, qui se fassent embrigader peut-être. Ah mais tu dis le Hamas sont des islamistes, tu dis pas c'est un groupe islamiste. Ah oui, moi je pense sincèrement que le Hamas sont des islamistes antisémites et qui ont. Je pense qu'il y en a pour qui la religion ça doit vraiment être secondaire par rapport au côté la revendication nationale. Mais t'as d'autres groupes en Palestine, t'as d'autres groupes qui sont pour l'indépendance de la Palestine et qui revendiquent etc. Alors le truc. Et vraiment, là où il y a vraiment des questions à se poser pour arriver à comprendre ce qui s'est passé cet octobre, c'est que la totalité des groupes politiques palestiniens
à part le Fatah, ont participé au 7 octobre. Il y a le djihad islamique palestinien. Non, mais même les organes gauche. Je sais pas. FPLP, FDLP, non, je sais pas au ça, moi. Vraiment, ouais, non, mais je te le dis. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait le 7 octobre? Ceux qui ont pris d'assaut. Ceux qui ont pris d'assaut. Laisse-moi finir. Je peux finir de dire une phrase. Ceux qui le 7 octobre, ils ont pris le checkpoint de Erez et qu'ils ont tiré une roquette sur un mur, eux en l'occurrence basés. Par contre, ceux qui ont tué des civils israéliens, eux c'est évidemment à condamner. Mais d'accord. Après, c'est peut-être pas les mêmes. À Israël de légitimer, enfin, il y a un moment, moi je suis désolé. Nova Festival et Erez, c'est peut-être pas les mêmes, hein, tu vois. D'ailleurs, géographiquement, je pense pas. Je soutiens la paix, je soutiens le fait que Israël a le droit à son indépendance, tout ce que vous voulez, mais par contre, pardon, n'importe quoi. Je soutiens la paix, je soutiens le fait que la Palestine a le droit à son indépendance et que voilà, les massacres sont ignobles, tout ce que vous voulez. Mais on peut pas demander à Israël de légitimer le Hamas. Il y a un moment, imaginez qu'en France... Mais ils l'ont fait eux-mêmes, c'est eux qui ont fait monter... C'est des documents qui sont tout à fait officiels, où ils ont favorisé le Hamas. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient pas qu'il y ait d'unité palestinienne. Donc ils voulaient surtout pas que le Fatah, ils arrivent à s'imposer dans Gaza. Oui, d'accord, c'est une erreur politique qu'ils ont faite, mais vous pouvez quand même pas demander à Israël d'entamer un processus démocratique avec des gens qui ont commis des attentats contre eux. Il y a un moment, faut un peu d'humanité aussi, quoi, tu vois. Attends, mais on peut pas leur demander de favoriser des gens qu'ils ont favorisés. Ok. Est-ce qu'on peut poursuivre? Ça revient à dire qu'il n'y aura plus de peuple. Monsieur, c'est pas admissible. Il n'y a pas de génocide en cours. Si, c'est un génocide, bien évidemment. Mais non. Écoutez, c'est un génocide. La CIJ sont parano, alors. L'investigation est en cours, mais justement, les préconisations qu'ils avaient faites à Israël sont pas respectées, donc ça va plutôt dans le mauvais sens. 2,2 millions, c'est pas un génocide. Madame, c'est un génocide. 36 000 personnes selon les chiffres du ministère de la Santé. Vous le direz aux rapporteurs spéciaux de l'ONU qui ont produit un rapport qui s'appelle Anatomie d'un génocide, vous leur direz si vous voulez. Mais qui n'a pas été l'objet d'un vote. Parce que dans la caractérisation juridique d'un génocide, il n'y a jamais la question d'un nombre. J'entends bien qu'il n'a pas été l'objet de la même manière, ils ont des arguments. La haine n'a pas accepté l'idée d'un génocide. Elle a dit qu'il fallait prévenir les risques. Elle a parlé au mois de janvier d'un risque plausible de génocide. Mais le procureur... Non, elle a parlé d'un risque plausible de génocide, pas pour dire que ça n'existait pas, madame. C'était au mois de janvier. Et un mandat d'arrêt a été requis. Par le procureur général de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. J'aimerais vous montrer une image. Oui. Ne dites pas la Cour ne s'est pas prononcée. La Cour internationale de justice, instance reconnue internationalement, vendredi, a demandé un cessez-le-feu. Donc ne dites pas les plus hautes instances juridiques planétaires. Rien dit. Ah oui, mais sous le mandat d'arrêt. Alors, je voudrais qu'on regarde les images de ce soir, des images qui nous viennent de Paris, pas très loin, de la place de la République. Gros dispositif déployé pour cette nouvelle manifestation pro-palestinienne. Dans les rues de Paris, deuxième soir consécutif, des milliers de personnes rassemblées pour protester contre les bombardements israéliens sur Rafah. On a pu voir des drapeaux palestiniens avec... trouble à l'ordre public. Des grandes banderoles réclamant l'arrêt du génocide. Ils étaient, selon nos informations, à peu près 2000 encore à 23h. Donc il y a une petite demi-heure. Manifestation sauvage, mais il n'y a pas eu de dégradation pour le moment. Un mot là-dessus. Ah, donc ça va. Manuel Bompard. D'abord, je vais vous dire, c'est la deuxième soirée de manifestation après celle d'hier. Bravo. Du coup, ils manifestent pacifiquement. Il n'y a pas de dégradation, il n'y a rien à leur reprocher. Hier soir non plus, il n'y a pas eu de dégradation. Il n'y a pas eu de dérapage, de trucs antisémites, de dingueries qui auraient été dites. Sinon, ils les auraient rapportés, j'imagine. Dégradation, et je peux vous dire que les gens qui sont dans la rue, moi j'étais présent au rassemblement tout à l'heure, place de la République, ils ont envie de pouvoir exprimer leur indignation, leur émotion et de faire pression sur les autorités politiques. Vous les appelez à recommencer? Oui, bien sûr. Moi, je souhaite qu'il y ait des mobilisations et qu'il y en ait des mobilisations jusqu'à ce que ça bouge. Mais qu'est-ce qu'il nous reste d'autre, madame, comme outil pour exprimer notre désapprobation, notre émotion, pour demander que ça se passe, que des choses se passent, que la France fasse quelque chose de concret, pas juste des tweets pour faire semblant, des choses de concret pour s'arrêter. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Donc il nous reste quoi? Manifester dans la rue, et oui, je suis aux côtés des gens qui manifestent et qui expriment leur émotion, et brandir le drapeau palestinien dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Parce que, vous savez, si à la place de ce débat-là, on avait eu le débat à l'Assemblée sur la reconnaissance de l'État de Palestine, comme on l'a proposé, parce qu'on a déposé une résolution sur ce sujet, peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin de brandir le drapeau palestinien, on aurait pu en débattre, et puis il y aurait eu un vote à la fin. Ça aurait été mieux. Anne-Elisabeth Moutet, cet argument de dire, voilà, on veut faire bouger les choses, le seul moyen qui nous reste, c'est ces manifestations sauvages, 2000 personnes, la manifestation qui est encore en cours aujourd'hui. Comment vous réagissez-vous à ces images? Écoutez, le droit de manifestation existe. Vous les soutenez, ces mouvements? Non, mais ça n'est pas une raison, parce que je ne suis pas d'accord pour qu'on n'y puisse pas manifester. Alors ça, vraiment, franchement, c'est la moindre des choses. Vous n'êtes pas d'accord avec le fait de soutenir la cause palestinienne? Je pense que les choses qu'on entend dans ces manifestations ne me vont pas du tout, non merci. Alors dans cette manifestation spécifique, qu'est-ce que tu as entendu qui ne te va pas du coup? Lesquelles, madame?
les morts aux juifs, c'est régulier dans cette manifestation. Ah bon, là il y a eu des gens qui disaient mort aux juifs dans cette manifestation, je suis pas au courant, moi je veux le savoir. Mettons les extraits. Oui, bah, vous n'étiez pas partout dans la manifestation. Et donc, oui, bah alors, mais c'est pas comme ça que ça marche, les preuves. C'est pas, ah, vous n'êtes pas partout dans les... Donc on part du principe qu'ils l'ont dit. Bah non, si on n'a pas de preuves qu'ils l'ont dit, bah c'est faux jusqu'à preuve du contraire. Ça, Monsieur, de la mer au Jourdain, de la mer au Jourdain, c'est-à-dire la négation d'Israël. Mais je voudrais dire autre chose. C'est pas que ça me plaît pas, c'est que c'est faux, excusez-moi. De la mer au Jourdain, on l'attend. Parce que d'abord, mais vous entendez quand même que vous êtes en train, excusez-moi, de jeter l'opprobre sur des jeunes gens qui manifestent en disant qu'ils disent mort aux juifs dans une manifestation, alors qu'aucun journaliste n'est capable de dire dans une seule de ces manifestations. Écoutez, il y en a. Qu'il y a eu... Non, ça a été publié. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Et vous comprenez à chaque fois toutes les choses sans laisser les gens parler. Et donc, si à une manifestation pro-Palestine, il y a un jour un mec qui a dit un truc antisémite, toutes les manifestations, ou même plusieurs, c'est-à-dire qu'à l'avenir, toutes les manifestations pro-Palestine, on part du principe que ce sera des trucs antisémites. Je suis pas d'accord avec ce tech. Oui, mais madame, si vous dites des choses aussi... Peut-être il faut plus surveiller à l'avenir, mais tu peux pas partir du principe que ça... On n'est pas dans Minority Report. Mais c'est très dommage, je vous dis plein de choses auxquelles je ne crois pas. En tout cas, ce genre de commentaires, nous, sur cette manifestation en particulier, on n'a pas eu ce genre de retour pour l'instant. Sur cette manifestation hier, je le sais parce que j'avais des gens qui connaissaient des gens qui étaient dans le quartier et qui ont entendu ça. Et je fais... J'avais des gens qui connaissaient des gens qui étaient dans le quartier. Renseignement de 4e main. Confiance à ces gens et c'est tout. Donc je connais des témoins. Maintenant l'autre, c'est pas ça. En réalité c'est pas ça de ça que je voulais parler. On a parlé de la reconnaissance d'un État de Palestine et je suis pour une solution. Est-ce qu'ils ont enregistré ces trucs-là du coup, ces voisins vigilants, on va les appeler comme ça. À 2 États. Pour le moment, il n'y a pas les conditions de la création d'un État palestinien, simplement parce que les deux régimes dans la Cisjordanie d'un côté et à Gaza de l'autre sont entièrement différents. Ah, pour l'instant, là on s'achemine plus sur une solution à un État, mais où il n'y a que Israël. Plus de Cisjordanie, plus de Gaza. À Gaza, il y a les restes de ce qui est le Hamas, qui a été extraordinairement détruit, mais qui n'a pas disparu. Et d'autre part, vous avez un État moribond, avec un président à vie, qui est Mahmoud Abbas, depuis 30 ans, avec une énorme corruption. Et quand on a dit qu'il fallait, quand Emmanuel Macron dit qu'il faut des conditions pour réaliser les possibilités d'avoir un État qui puisse fonctionner, qui soit un État qui existe, ces conditions ne sont pas établies de chaque endroit pour des raisons différentes. Et finalement, et enfin, en ce qui concerne particulièrement Gaza, il y a tout de même des questions à poser sur les milliards qui ont été détournés par le Hamas, d'une part pour construire des 800 km de tunnels et d'autre part pour ramasser... Oui, bah, les milliards qui ont transité de Israël vers Doha, puis de Doha vers Gaza. Ils l'ont fait par proxy, mais... C'est des fortunes personnelles. Alors, tant qu'on n'a pas... tous les milliards viennent pas d'Israël, mais... Essayer d'examiner la gouvernance de ce qui pourrait être un État palestinien que je souhaite... C'était plus en centaines de millions d'ailleurs, je crois. Absolument aux Palestiniens, en Cisjordanie et à Gaza. C'est pas maintenant qu'on va donner, je dirais, les clés du camion à l'entité qui existe en ce moment. Donc pour vous, c'est trop tôt. Juste, j'aimerais qu'on réagisse encore à ces images de ce soir. Si ça s'installe, si vraiment les prochains... Tant qu'il y aura des morts, on ne vous reconnaîtra pas. Je suis pas sûr de la tech. Ça se répète que des manifestations pro-palestiniennes aient lieu dans les rues de Paris. 2000 personnes selon nos informations ce soir. La manifestation toujours en cours. Le grand danger, c'est que le conflit de Gaza soit importé en France. Il l'a déjà. Non, mais jusqu'à présent, il l'a été de façon très modérée. On a vu aujourd'hui le drapeau à l'Assemblée, donc clairement il y a un pas qui a été franchi. Mais s'il est importé dans la rue de cette manière-là, c'est extrêmement dangereux compte tenu des rapports des communautés qui existent en France. Monsieur et pour l'instant, attendez, ça n'est pas le cas. Donc en fait, c'est très délicat comme situation. Et mettre de l'huile sur le feu, effectivement, ça risque de provoquer de nouvelles manifestations. On a vu qu'à Sciences Po... C'est quoi le rapport des communautés qui mettent de l'huile sur le feu? Il y avait un risque majeur qui a été contenu, mais le vrai problème aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut essayer de ne pas exporter... Sciences Po, ils veulent attaquer des juifs? Tu es en train de nous dire quoi? Depuis Gaza jusqu'à ici, ce qui se passe et ce qui est évidemment très condamnable. Monsieur, quand, je reprends cette analogie, quand la Russie a envahi l'Ukraine, on a décidé, à juste titre, d'exprimer notre solidarité avec l'Ukraine. Mais là, c'est pas un État, le Hamas, c'est un... En proportion, en 2 ans de guerre, d'ailleurs, même pas en proportion, en 2 ans de guerre, il y a eu moins de victimes civiles dans la guerre en Ukraine. Ça devrait nous interroger. Laissez-moi juste terminer une phrase si c'est possible. C'est biaisé. Plus de 2 ans de guerre, mais bientôt, 3 ans bientôt là, non? Non, c'est vous qui êtes en train d'être biaisé. Ben non. Quand vous avez fait ça, et quand on a exprimé notre solidarité avec l'Ukraine,
Personne n'a dit vous êtes en train d'importer sur le sol français le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Pourquoi? Parce qu'on a considéré c'est pas la même chose. Vous savez très bien que les communautés sont... Oui, parce que après, oui, je vois ce qu'on va lui dire, qui semble évident, c'est il n'y a pas spécialement de communauté ukrainienne et russe en France. Mais alors ça, c'est très bien que la communauté juive, c'est encore pire que les importantes au monde, et que la communauté musulmane en France est l'une des plus importantes d'Europe. C'est encore pire ce que vous êtes en train de dire, monsieur. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous êtes en train de... Oui, alors après, la communauté musulmane, c'est pas des gens qui pensent tous pareil, même s'il y a plus de solidarité avec Gaza, mais on parle de tendance. Essentialiser les gens. Monsieur, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de faire est très grave, parce que vous êtes en train d'essentialiser les gens et de considérer que la communauté juive française serait forcément... Il y a plein de juifs aussi, c'est pareil, il y a la réciproque, plein de juifs qui s'élèvent contre le gouvernement d'Israël. Donc, alors après, justement, ce faible niveau de débat qui fait que à la fin ça crée de la confusion et que les gens se disent juif égale pro-Israël et que du coup t'as plein de déjà même s'ils sont pro-Israël c'est pas une raison de les agresser physiquement et mais t'as des juifs qui en tant que juifs il y a des gens ils vont dire ah juif égale Israël et égale il faut l'attaquer et ça ce sera peut-être à cause de ce faible niveau de débat au moins en partie. Mais qui a dit ça? Et qui dit les musulmans ils sont pro-Gaza et les juifs ils sont pro-Israël? C'est pas Manuel Bompard solidaire des actions du gouvernement israélien, ce que je ne crois pas, et que la communauté musulmane serait forcément... Je vous dis qu'il y a un vrai risque. Non, monsieur, monsieur, on proteste, vous savez bien. Monsieur, on proteste contre ce qu'il se passe à Gaza parce qu'on a des principes d'humanité, parce qu'on n'accepte pas qu'on tue des civils, parce qu'on n'accepte pas des crimes de guerre, monsieur, des crimes de guerre qui sont définis en droit international, la Convention de Genève, peut-être des crimes contre l'humanité, et c'est la raison pour laquelle les gens se mobilisent. Ils se mobilisent pas pour prendre parti pour un camp ou pour un autre, ils se mobilisent au nom d'un principe d'humanité et de dire je n'accepte pas en notre... je me mets du côté du faible et de la victime, quoi. Alors peut-être vous étiez victime le 7 octobre en Israël, mais on n'est plus le 7 octobre, et là, je crois que les victimes, elles s'amoncellent quand même plus d'un côté que de l'autre, donc est-ce qu'il n'y a pas urgence de saisir du truc? À tous, de notre humanité à tous, ce qui se passe là-bas. Et cette manière de dire... Le 8 ou 9 octobre, il y avait une sortie de Darmanin qui avait mis l'huile sur le feu dans ce surtout pas parler, parce que si on en parle, on va importer le conflit ou je ne sais quoi, c'est une manière de surtout vous dire taisez-vous, laissez les choses là-bas, on n'en parle pas ici. Je suis désolé, je suis pas d'accord. Un tout dernier mot là-dessus, Christophe Barbier. Lui-même en parle tous les jours. Je pense qu'on en parle, demande à cesser le feu, un tout dernier mot. Cette guerre de Gaza. Et quel est le résultat? Pour l'instant rien, mais quel est le moyen de faire cesser Netanyahou? Quel est le meilleur moyen? Je vous ai donné des exemples. Mais non, mais ça ne marche pas, vous savez bien. Un dernier mot de Christophe Barbier. Pour les Russes, pourquoi on le fait pas? Attendez, pourquoi ça marche pas? Quel est l'argument que vous avez? Pourquoi les sanctions financières ça marche pas? Vous croyez pas que si on arrête de livrer... Netanyahou, il est plus gentil que Poutine. Je sais pas. Peut-être que ça marche pour arrêter que les gens soient tués avec ces armes. Bien sûr que ça marche, il faut juste le faire. Parce que l'argument c'est souvent ah oui mais c'est pas pareil, c'est un pays démocratique. Je sais pas, eux aussi en Russie ils vont te dire qu'ils sont un pays démocratique et qu'ils ont des institutions et une Douma et... Est-ce que ça veut dire que c'est pas un truc ultra autoritaire? La fin pour Christophe Barbier. D'ailleurs en Israël, les gens de gauche le disent que c'est un truc ultra autoritaire et que c'est en train de basculer dans le suprémacisme et de... Je sais plus si c'était un prof de... C'était un prof de Sciences Po, je sais plus si... Je crois qu'il était à Jérusalem, qui disait... là, en fait, il y a d'un côté, genre, Israël, un État républicain, moderne, laïque, en fait, c'est Tel Aviv. Et en fait, si on regarde Jérusalem, on est plus dans le royaume de Judée, et c'est pas du tout démocratique. Et en fait, il dit, on est en train de s'acheminer vers une solution à 3 États, mais une solution à 3 États où limite Israël se scinde en 2. Donc, bon, c'était le pré-shot de ce prof israélien, je lui laisse la responsabilité de ses propos. Non, Ulysse Gosset, s'il vous plaît. Ulysse Gosset. Oui, donc en fait, c'est ça le 7 octobre. Mais vous justifiez ça. Allez, Christophe Barbier, vous allez y arriver, c'est à vous. Que les bombes soient démocratiques ou pas, ça fait une belle jambe aux gens qui les prennent sur la tête. Quel que soit le raisonnement et les motivations généreuses et ancrées qui sont les vôtres, reconnaître aujourd'hui l'État palestinien, ça aboutit à un résultat concret. Le Hamas peut dire à ses troupes, on a fait le 7 octobre et on a bien fait puisqu'on est renforcé, on nous reconnaît. Et sur non, personne va leur dire merci pour les bombes et toutes nos familles détruites et tout le pays détruit. Personne va dire ça. Qui dirige l'État palestinien? Et si c'est le Hamas aujourd'hui qui domine. Et non, parce que l'État justement là-bas n'existe pas. Mais c'est pas vrai, monsieur. Vous renforcez le Hamas, vous ne renforcez pas l'autre pouvoir politique. L'État palestinien. Vous dites n'importe quoi. Vous ne renforcez pas. Ça par contre, je suis pas trop d'accord avec Manuel Bompard. Enfin, en tout cas avant le 7 octobre. Maintenant, il y a juste plus de toute façon de gouvernement tout court, mais
Mais avant, même s'il n'était pas reconnu, il y avait une administration et c'est eux qui étaient là. Qu'on les aime ou pas, hein, c'est pas ça le problème. La réalité, c'est qu'on assiste à une forme de fuite en avant. Non mais vous êtes à Gaza, n'importe quoi. Personne ne sait. L'autorité palestinienne est dirigée par le Fatah aujourd'hui. Bien sûr, mais elle n'a aucune existence concrète et aucun poids. Mais beaucoup plus que celle du Hamas. Mais la réalité, c'est que ceux qui veulent pas reconnaître l'État palestinien font le jeu du Hamas. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même. Tout à l'heure, il y avait une contre-réaction parce que vous avez la solution à deux États. Eh oui, monsieur Netanyahou aussi. Donc si vous reconnaissez l'État palestinien, vous prenez une décision qui déplaît au Hamas et qui déplaît à monsieur Une fuite en avant. Pas que vous leur faites un cadeau, c'est pas Une fuite en avant à Gaza, dit Ulysse Gosset, avec, on Personne rappelle, ce camp de déplacés qui a été touché et des bombardements à Rafah qui se l'armée poursuivent. israélienne qui ne tient absolument aucun compte des crimes de critiques qui sont formulés aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. C'est des crimes de guerre. Après, le statu quo avantage quand même plus le statu quo diplomatique de la France avantage plus Israël en l'espèce que Gaza. Merci beaucoup. Quand on frappe des civils de manière. Je dis fuite en avant et c'est évidemment extrêmement préoccupant. Non, mais est-ce que ça s'appelle des crimes de guerre en droit international? L'enquête le dira. C'est pour cela qu'il y a une cour Monsieur, internationale quand on de bombarde justice. des civils, ça s'appelle des crimes de guerre. L'enquête le dira une fois que tout le monde sera mort, hein, du coup, pour les livres d'histoire au moins on sera fixé. Délibérément, mais là ils disent que c'est bizarre. C'est bizarre sur l'action de Vladimir Poutine en Ukraine. Le procureur je rappelle, le procureur de la Cour pénale internationale parle de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Merci beaucoup. Merci à tous pour ce débat mouvementé. Je ne sais pas, oui c'était mouvementé, je ne sais pas si c'était trop un débat. Toujours sur ce sujet pour clore. Nous avons même le joueur du grenier qui monte au créneau. Mais qu'est-ce qui se passe? Devant les images de Rafah, il n'a même pas demandé contexte pour l'interrogation. Il a été au-delà. Et voilà ce que nous dit Fred Molas. Ça me répugne, on ne voit rien. Et alors du coup, il répond à son propre tweet. Et maintenant que le tweet a votre attention, voici un lien GDoc vers une cagnotte de dons. Alors c'est celle que partageait et épinglait tout à l'heure Moura. Gaza Family Funds Directory, notamment pour des familles des blessés qui voudraient être évacuées du territoire pour pouvoir être soignées, puisque dans la bande de Gaza, c'est pas possible. Ah, je crois qu'il y a un tweet qui a été supprimé. Parce que, je crois qu'il disait même en tant que père, ce qui se passe là-bas. Voilà, en fait, c'est ça. Non, il n'a pas supprimé. En tant que papa, tout ce que je vois me dégoûte. Bah oui, quand tu vois des enfants qui meurent. PS pour tous les crétins. On peut être contre tous les massacres. D'un camp comme de l'autre. Il n'y a pas à hiérarchiser les carnages quand ça concerne des innocents. Dis les termes, Fred, dis les termes, les mots présents. Ah, voilà, ça y est, c'est genre. Ah, tu n'as pas dit génocide, mais voilà, actuellement, il y a une pression qui s'exerce sur les personnalités pour qu'elles prennent position parce que ça devient trop important. Mais même quand ils le font, on dit non, tu n'as pas dit exactement les mots que j'aurais vu dire. Bon, eh ben, il n'a pas parlé peut-être de génocide, mais en tout cas, il partage des cagnottes pour aider les victimes des massacres, qu'on appelle ça des massacres généralisés, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, un génocide. Dans tous les cas, c'est horrible, et c'est bien de le dénoncer. Alors par contre, ça va même un peu trop loin. C'est-à-dire que là, le joueur du grenier, il s'est un peu trop énervé, les gens. Il s'est un peu trop énervé, et il est descendu dans la rue, voilà. Donc c'est une breaking news, à prendre peut-être au conditionnel. Alerte info, après avoir subi une vague de harcèlement pour avoir soutenu la Palestine, le joueur du grenier a décidé de casser la gueule des sionistes dans la rue. Donc là, quand même, là, ça prend quand même une tournure un peu grave, je trouve. Et donc, on va regarder ces tristes images. Découvrons ça. 1, 2, 3, 4 Bon, c'est au mieux le JDG du passé. Hein, Des images terribles, donc il tombe même la chemise à la fin. Voilà, des images inacceptables que je condamne lourdement. Voilà, bon, le petit troll de Pédiavenir, qui même le nom et semble être parodique. La désinformation en temps réel, média parodique. Bon, au moins, c'est marqué dessus. Voilà, nous vivons des temps incroyables.